Bonjour à tous, bienvenue. Deuxième journée du Rent, l'événement incontournable pour tous les professionnels de l'immobilier. Et là, c'est le moment de parler immobilier de prestige et nouvelles technologies, les nouveaux besoins, les nouveaux usages. C'est ce dont nous allons parler tout de suite. C'est le thème de cette émission proposée, donc, qui réunit depuis hier donc, au Rent tous les acteurs de l'écosystème, les principaux acteurs du numérique et du digital, les acteurs de l'innovation que nous avons pu rencontrer depuis hier. Émission proposée par Propriété Le Figaro. Je rappelle que c'est le magazine, une marque de référence dans l'immobilier haut de gamme. Nous allons évidemment rappeler ce qu'est l'immobilier haut de gamme dans quelques instants. Le luxe, le prestige, les tendances, les nouveaux usages et les besoins dans l'immobilier, c'est ce dont nous allons parler. Alors, il y a les nouveaux besoins, comme devenir propriétaire à plusieurs d'une villa ou d'une maison de campagne. Il y a aussi les nouveaux usages, les innovations avec l'émergence des crypto-monnaies, et oui, qui ont fait leur apparition aussi dans le secteur de l'immobilier. Et puis, il y a les nouveaux contenus avec les outils de communication qui prolifèrent et les actions à mener quand on pilote évidemment les réseaux sociaux de groupes de l'immobilier de luxe. Pour ce faire, j'ai trois invités avec moi en plateau. Honneur aux dames. Hortense Bozzetti, bonjour. Bonjour, et merci d'avoir remplacé au pied levé notre ami Olivier Marin, à qui on pense. Merci à toi en tout cas. Eh bien, avec plaisir. Responsable communication et réseaux sociaux du groupe Émile Garcin. Alors, vous allez nous présenter dans quelques instants le groupe Émile Garcin. À votre droite, Ludovic de Jouvencourt, bonjour. Bonjour. CEO de Prélo, qu'on ne présente plus, évidemment. Et puis, à ma gauche, Jérémy Collin, bonjour. Bonjour. Directeur marketing digital et innovation de Barnes. Donc, trois profils bien distincts mais complémentaires, ce qui va nous permettre d'échanger sur ce sujet. Donc, immobilier haut de gamme qui doit s'adapter et répondre aux nouveaux usages. Bienvenue donc dans cette émission proposée par Propriété Le Figaro. Alors on va commencer avec vous, Hortense, peut-être déjà nous présenter le groupe Émile Garcin pour lequel vous travaillez, groupe familial qu'on connaît. Tout à fait. Qu'on connaît beaucoup. Alors nous, on n'est pas un groupe, on n'est pas un réseau. Nous, en fait, on est une maison familiale. Nous avons 25 agences, 130 collaborateurs. Et en fait, on n'est pas une franchise. Nos agences appartiennent à la maison. Donc, je tiens vraiment à ce terme maison. Donc, on a 25 agences qui sont situées forcément dans des secteurs que nous, on affectionne particulièrement. On est plus que dans le luxe, en fait, parce que réellement, un petit peu l'émotion, voilà. Alors c'est quoi être plus que dans le luxe ? On est surtout en fait dans l'élégance, dans le caractère. Bien Parce sûr, que pour vous, le luxe ne rime pas forcément avec élégance ou caractère ? Si, justement. Mais en fait, on est plus que dans le... Comment dire ? C'est prestigieux, mais l'élégance et le caractère font qu'on s'adresse à une certaine cible de personnes, d'acquéreurs et de vendeurs qui, justement, veulent un service client. Donc, on a 25 agences. On est situé à Deauville. On a 3 agences à Paris. On est également à Cannes, à Saint-Tropez, à Mougins. On est également à Marseille, à Aix-en-Provence. Enfin, voilà, on a à Biarritz, etc. Voilà, on est à Marrakech, on est à Bruxelles. On a 25 agences au total, voilà, et avec des collaborateurs qui sont très investis. Donc en France, mais pas qu'en France. Non, on est également à Bruxelles, à Genève, donc à Megève également, mais là on revient en France, et on est à Marrakech. Après, on a des consultants à Miami, on a des consultants à Londres, mais en fait, on est présent particulièrement en France. On vient de Saint-Rémy-de-Provence. On a également, on peut dire, entre guillemets, un siège social qui correspond un petit peu aussi à la France et à l'Europe, qui est donc particulièrement à rive droite. Et à travers tout ça, on fait de l'immobilier haut de gamme, mais élégance et caractère, avec un vrai service client. Également, on va dire une vraie discrétion pour justement ces clients qui veulent rester discrets sur leurs achats, sur leurs ventes, parce qu'on s'adresse quand même à un public très luxe. C'est ce qu'ils demandent en premier, les clients, de la discrétion. C'est de la discrétion, oui, tout à fait. C'est important de le préciser. Après, on a surtout le service client où justement on suit nos clients, on est dans le réseau, donc ils peuvent nous revenir. C'est un accompagnement en fait. Un accompagnement, oui. Accompagnement d'une vie. Oui, avec les enfants. En fait, on est surtout sur la confiance, la bienveillance. Et c'est vrai que dans le groupe Émile Garcin, on est dans cette bienveillance, on a des valeurs. Évidemment, on est comme toutes les agences, on n'est pas philanthrope, mais on a cette bienveillance vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis de nos directeurs. Et on est surtout sur ces valeurs morales. Et je tiens à le dire,
dire la bienveillance, autour des valeurs du cœur et des valeurs du professionnalisme et de la rigueur. Voilà. Bon, alors, Hortense, et je vous remercie. Avec plaisir. Hortense, vous avez une autre passion, les réseaux sociaux, puisque vous avez un peu touché au podcast. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous parler des apéros d'Hortense? Alors, aujourd'hui, je suis surtout attachée de presse de la Maison Garcin et je suis spécialiste des réseaux sociaux, en effet, mais je ne suis pas responsable de la communication parce que nous, on a une agence de communication interne à nous et une agence externe, comme à la française. Moi, à travers, en fait, mon parcours professionnel, sans parler trop longtemps de moi, j'ai développé les réseaux depuis une dizaine d'années maintenant. Si j'avais un petit clin d'œil à faire à tout le monde, c'est de dire si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour tout le monde. J'ai jamais eu de réseaux sociaux perso, j'ai eu que des réseaux sociaux professionnels. C'est-à-dire que je ne mets pas des photos de moi ou de mes vacances, ou moi je ne travaille vraiment. Ça pourrait plaire, hein? Oui, mais c'est pas l'objectif. Donc c'est surtout de montrer ce que je fais. Oui. Je pense qu'à travers les réseaux sociaux, on voit qui sont les gens, c'est-à-dire dans les commentaires, dans ce qu'on publie. Moi j'ai l'habitude de mettre de la bienveillance, de mettre de l'art. On dit toujours que c'est un petit peu la loi de Pareto, c'est du 80-20, donc 80% de technique et 20% d'humanité. Moi, j'en mets peut-être un peu plus, j'essaye de faire plus du 50-50. Et c'est vrai que j'ai eu un concept d'émission, donc là, c'était avant, pendant 2 ans, et j'ai fait en effet, oui, les apéros d'Hortense, qui était une émission culturelle, mais sur un côté complètement ludique, où suite au confinement, on a manqué de bienveillance, on a manqué de gens, on a manqué de nos proches. Et par conséquent, j'avais créé ce concept d'interview. On était en interview semi-directive. Et à travers ces interviews semi-directives, on découvrait une personnalité artistique du monde économique, immobilier, musique, cinéma. Et on découvrait justement cette personne, mais à travers un côté complètement ludique, où on buvait un verre. Alors forcément, c'était toujours vers 18h. On n'avait pas forcément la loi E20, étant donné que c'était du web. Et ça permettait, les internautes avaient l'impression d'être avec nous et découvrir quelqu'un à travers cette émission. Et c'est vrai que les gens étaient très, très bienveillants. Ils ont pris beaucoup de temps pour m'envoyer beaucoup de messages. J'ai reçu beaucoup de bonnes choses. Et en tout cas, j'avais l'impression d'amener quelque chose, aux personnes. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez à tous les professionnels de l'immobilier qui sont là, qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous leur conseillez pour les réseaux sociaux? Déjà, quels réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut se focaliser sur LinkedIn? Le luxe, ça marche pas mal sur Instagram, il me semble aussi. Qu'est-ce que vous conseillez déjà comme réseau? Et quelles sont les règles d'or à respecter si on veut booster au maximum ces réseaux sociaux et donc toucher une clientèle encore plus importante? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a la loi de Pareto, les 80-20. Je dirais 80% de technique en fonction de l'activité, bien sûr, de la personne, et 20% de personnel, d'humanité, de collaborateurs. Oui, les gens ont besoin de ça pour s'identifier. Hein. C'est ce qui ressort des études, en tout cas. Les gens ont besoin de pouvoir se projeter à travers ce qu'ils voient sur les réseaux. Alors, je pense qu'il faut pas changer. C'est-à-dire que les réseaux sociaux doivent nous ressembler. À travers ce qu'on peut mettre en technique ou en morale, ça doit vraiment nous ressembler et que les personnes voient vraiment notre univers. Si par exemple c'est des agents immobiliers, comme il y en a beaucoup ici, Instagram est très très bien. Moi je suis plutôt pour Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Twitter, il y a un mode de référencement naturel qui est indéniable avec Google, qui permet de remonter dans les résultats Google. Alors Twitter, ça risque de changer là avec le nouveau patron Elon Musk. Moi, ça me fait un peu peur personnellement. Oui. Quand je vois ce qu'il veut faire de Twitter, c'est bon. On va dire que c'était jusqu'à aujourd'hui. Voilà, jusqu'au 9, en tout cas, c'était comme ça. Moi, j'aime bien Twitter. C'est plutôt pour les journalistes, on va dire, Twitter. Après LinkedIn, je pense que tout le monde devrait être sur LinkedIn. J'ai été une des pionnières de LinkedIn, donc je peux le dire. LinkedIn a changé ma vie. Je le dis vraiment à tous ceux qui regarderont l'émission et tous ceux qui sont ici. Sans LinkedIn, je ne serais pas devant vous. Sans LinkedIn, je ne témoignerais pas pour Le Figaro. Je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue à Paris, avec des gens qui m'ont donné ma chance et qui sont en plus là devant moi. Et je ne serais pas chez Émile Garcin. Et je peux le dire, on m'a repéré sur LinkedIn et c'est comme ça que j'ai quitté ma Provence et ma province natale pour arriver à Paris et faire tout ce que j'ai pu faire dans les réseaux sociaux, dans les émissions, dans la radio. Alors LinkedIn, c'est excellent pour le professionnel. En revanche, est-ce que les clients, par exemple chez Émile Garcin, est-ce qu'ils vont voir les profils des collaborateurs du groupe? Est-ce qu'ils vont sur LinkedIn pour regarder avant de devenir client? Est-ce que ça a un impact sur les clients, LinkedIn? Alors, pas forcément. C'est comme tout, il ne faut pas forcément attendre un retour. Ça, je crois que c'est valable pour tout.
Quand vous le faites pour de la com. Il n'y a pas forcément un taux de transformation, c'est de la communication. Donc, forcément... Mais il y a quand même un budget qui est alloué, donc forcément, quand on investit un certain budget dans la communication, on attend quand même un retour. Alors, nous, à travers LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram, on a une page de la maison, c'est-à-dire Émile Garcin Propriété, Émile Garcin Location. Chaque collaborateur a son profil, mais si vous voulez, c'est nous qui gérons la communication de LinkedIn sur la page. Pour Facebook, c'est pareil. Pour Instagram, c'est pareil. Pour Twitter, c'est pareil. Facebook, ça marche encore, Facebook ? C'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on en fait, mais oui, je pense que chaque réseau, si on l'utilise bien, si on est bon avec ce qu'on fait, si on est professionnel et carré, oui, je pense que ça peut marcher, mais il ne faut pas forcément en attendre un retour en ROI. Derrière tout ça, je pense que c'est comme tout, si on communique bien, on aura un bon retour. Si on communique mal, on aura un mauvais retour. Des fois, il vaut mieux rien faire. Si demain, là je parle pour les agents immobiliers, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, si vous êtes pro, si vous êtes carré, si vous faites comme avant, ça marchera quand même. Mais si vous n'avez pas de réseaux sociaux, eh ben, on va s'asseoir sur quelque chose où les gens sont déjà, et c'est un levier, c'est un vecteur de visibilité. On ne perdra rien, mais on ne gagnera rien. Et moi, je le dis, sans les réseaux sociaux, que je pense avoir bien utilisé, et de façon professionnelle, je réfléchis avant de poster quoi que ce soit. On ne communique pas pareil sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. C'est des followers qui sont différents. Des cibles différentes, hein, des âges différents. Des âges différents, des cibles différentes. LinkedIn, c'est du B2B. Facebook, c'est du all, c'est tout le monde. Instagram, c'est surtout pour esthéticiennes, agents immobiliers. C'est surtout des photos, du visuel. Twitter, du référencement naturel. Voilà, en tout cas, nous, on recrute par LinkedIn. On poste un peu par LinkedIn, mais plus pour une présence que pour démarcher. D'ailleurs, nous, c'est un peu ce que je disais, la discrétion d'Émile Garcin. On ne démarche pas forcément. On attend plutôt cette élégance qu'on vienne vers nous et après, on prend soin des gens, mais on n'est pas dans le côté ostentatoire. Ça montre la motivation aussi, j'imagine, des personnes. Non, parce que c'est important de boiter, même dans le luxe. Forcément, nos négociateurs, ils vont forcément faire un petit peu de démarchage. Mais on est dans un côté un petit peu moins ostentatoire et moins clivant, en fait. Et puis, on essaye toujours d'être dans la bienveillance, même avec les confrères. Et toujours avec les confrères, je pense qu'on a plutôt très bonne presse parce qu'on est toujours dans les valeurs et dans l'élégance et la bienveillance. D'ailleurs, on ne fait pas forcément de co-agence ou quoi que ce soit. On en fait, on est à l'écoute. Mais on ne veut pas rentrer dans une guerre. Il y a de la place pour tout le monde. Et je rencontre un confrère qui est très bienveillant, qui est bon. Et même si nos agents sont sur le marché concurrent, réellement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Comme pour Barnes, comme toutes les autres maisons. Quand on le fait avec bienveillance et avec professionnalisme, sérieux, rigueur, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, mais faites des réseaux sociaux, ça peut vraiment vous amener un vecteur de visibilité. Il y a des agences qui le font pour ça. Venez me voir, je vous dirai qui le font très bien avec de l'intelligence artificielle. Après, je vous conseille aussi de le faire vous. Il faut avoir une appétence, il faut y croire et il faut surtout le faire bien. Et il y a des formations aussi qui sont très très bien. Bien sûr, oui, c'est ça. Il y a des formations aussi qui sont très bien. Assez rapides. Voilà, Ludovic de Jouvencourt, CEO de Prélo. Alors Prélo qu'on connaît. Une petite présentation quand même pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas encore Prélo. Alors Prélo, c'est une start-up de l'immobilier qui démocratise l'accès à la propriété d'une résidence secondaire par le biais du co-achat. Donc en fait, on rassemble entre 2 et 8 personnes pour faire l'acquisition d'un bien. Un bien que nous, on va trouver, rénover, meubler. Une fois propriétaires, on leur fournit un calendrier intelligent pour se répartir leur quote-part de nuitée. Le calendrier est vraiment conçu pour maximiser l'équité. Nous, on va s'occuper de toute la conciergerie du bien, donc les petits bobos, l'administratif, mais également de la location saisonnière des nuitées non occupées. Ce qui fait qu'on va gommer en fait toutes les grandes douleurs de la résidence secondaire, d'une part par l'accessibilité financière, par la complexité de gestion que ça représente. En moyenne, c'est combien de propriétaires pour une résidence secondaire ? Entre 5 et 6. Donc on divise systématiquement en 8 parts et une personne peut acheter jusqu'à 4 parts d'un même bien. D'accord. Et est-ce qu'il y a donc vous avez dit vous mettez en place un calendrier, est-ce que ça se fait facilement ? Est-ce qu'il n'y a pas des petites mésententes par rapport aux vacances de Noël, aux vacances de Pâques, quand on a des enfants ? Non, en fait, on différencie 3 typologies de nuitées. Donc les nuitées haute saison, moyenne saison et basse saison. Et on définit des règles qui permettent de faire une réservation en avance plus ou moins ouverte ou limitative. Donc c'est relativement souple
et simple pour les nuitées basse saison. En revanche, pour les nuitées haute saison, quand on achète une part, on a une semaine garantie. Donc si on est positionné sur un bien qui est au ski par exemple, la haute saison va être clairement la période d'hiver entre le 1er janvier et le 28 février. Et si on est un bien qui est orienté vers les vacances d'été, ce sera entre le 1er juillet et le 31 août. Et donc, sur les demandes de réservation haute saison, on va avoir un petit système d'arbitrage et un algorithme qui va faire en sorte que s'il y a plusieurs personnes qui font une demande pour une même période, on va systématiquement favoriser la personne qui a le moins consommé le bien par le passé. Donc il y a une équité quand même. Tout à fait. Après, je pense que ce qui est important aussi, c'est de dire que nous, on crée de la complémentarité entre les copropriétaires. Dans le process de commercialisation de nos biens, on se rend rapidement compte que les prévisions de consommation du calendrier de chacun des clients va vraiment varier en fonction de leurs attentes. Donc il y a des gens qui sont beaucoup plus attachés à la basse saison par exemple, alors que des gens sont très attachés à la haute saison. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que tout le monde ait le bon niveau de consommation de leurs biens avec ce système de complémentarité. Donc vous réalisez le rêve de certaines personnes qui n'auraient pas pu l'obtenir à une maison secondaire. C'est ce que vous offrez à vos clients. Vous avez fait une levée de fonds il y a quelques temps. Tout à fait, on a fait 2 levées de fonds. On s'est créé, depuis la création. On s'est créé l'année dernière, en août. On a d'abord levé 2 millions d'euros et ensuite, 4 mois plus tard, on a levé 13 millions d'euros. Et donc maintenant, l'enjeu pour nous, c'est de réussir à faire notre développement sur tout le territoire national. Et évidemment, notre ambition est européenne. D'accord, européenne, c'est-à-dire vous visez quel pays plus exactement ? Par priorité, les pays qui ont bonne presse pour les vacances d'été en priorité. Et l'Italie ? C'est l'Italie, l'Espagne, le Portugal, donc majoritairement les pays limitrophes du Sud. Et alors justement, là, en termes de levée de fonds, j'imagine que les fonds qu'on investi, alors c'est qui ? C'est des fonds Alors d'abord, on a été accompagné par Axeléo Capital, qui a toujours un fonds spécialisé dans la PropTech. Et ensuite, on a été accompagné par à nouveau Axeléo et Otium Capital, donc, qui est le fonds de Pierre-Édouard Sterrin. D'accord. J'imagine qu'ils vous demandent une certaine rentabilité. On connaît les temps, les investissements sont de plus en plus durs. En fait, je pense que eux l'ont bien compris. C'est aussi la raison pour laquelle nous, on a choisi ces fonds. C'est que on n'est pas encore sur un enjeu de rentabilité avec Prélo. Faut savoir qu'on est quand même en train de démocratiser un marché. Les plus âgés d'entre nous connaissent le timeshare. Nous, on a vraiment voulu gommer l'effet timeshare, mais quand même répondre à cette problématique d'accessibilité sur la résidence secondaire. Donc, on est en train de renouveler et complètement transformer un marché, ce qui va mettre du temps. Et donc, forcément, on a besoin de financement pour ça. Et donc, les attentes de rentabilité sont bien moindres, après. forcément. Qui sont aujourd'hui les profils des personnes de vos clients, en fait, des personnes qui s'adressent à vous pour acheter une résidence secondaire ? Alors, on a plusieurs profils. Donc, évidemment, je vais commencer par des familles d'actifs qui ont des enfants, qui ont une vraie volonté d'améliorer leur qualité de vie. Souvent, quand on a des enfants, on se rend compte que on joue la sécurité, donc on part souvent au même endroit en vacances. Et louer des hôtels ou de la location saisonnière, ça revient très très cher. Et donc le fait de pouvoir acheter sa résidence secondaire, ça a beaucoup de sens pour pouvoir construire son patrimoine en même temps qu'on part en vacances. Malheureusement, la résidence secondaire, c'est souvent le 2e ou le 3e projet immobilier qu'on va faire dans un foyer, parce qu'on achète d'abord sa résidence principale et même peut-être un investissement locatif. Et donc forcément, on est limité dans notre capacité à acheter de l'immobilier par notre capacité d'emprunt. Et donc du coup, ces personnes qui sont structurellement, financièrement très très saines et qui ont besoin de continuer à développer leur patrimoine, viennent chez nous pour améliorer leur niveau d'accessibilité et pouvoir acheter le niveau de prestige, le niveau de qualité et le niveau de surface pour leurs biens et qui soient propices à leur consommation de vacances. Également, profil important chez nous, c'est les personnes qui sont à la retraite ou proches de la retraite. Ce sont des personnes qui ont toujours besoin de se déplacer, qui ne sont pas forcément très attachés à un endroit en particulier. Et surtout, ils ont des enfants qui, eux, continuent à partir en vacances ailleurs. Et donc, ils ont quand même besoin de retrouver un point d'ancrage pour continuer à souder la famille et construire leurs souvenirs pendant des moments clés de l'année, donc pendant les vacances, quelques week-ends. Et donc Prélo arrive comme une vraie alternative au fait de systématiquement louer, d'autant plus que ces personnes vont être plus attachées à la basse saison et donc être capables de retirer des revenus locatifs relativement intéressants pendant la haute saison sur leurs nuitées qui leur sont dues. Et si ces personnes qui deviennent des acquéreurs décident de revendre leur part de la maison, est-ce que c'est facile ?
Justement, l'enjeu pour nous, c'était de simplifier au maximum la capacité à revendre sa part et donc créer de la liquidité. Donc il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place. Donc évidemment, une personne peut revendre sa part très simplement à une personne qu'il connaît. Il peut aussi prendre la main sur la revente de sa part directement sur le marché classique. D'accord. Mettre une annonce sur Se Loger. Donc ça, vous en occupez pas. Pour le moment, c'est la personne sur ces deux étapes-là, on s'en occupe pas. Après, on peut aussi s'en occuper. Et donc, comme un agent immobilier, donc, nous, on va s'occuper de la recommercialisation de la part. Et enfin, on a créé une offre de rachat garanti qui permet à une personne de revendre tout de suite sa part après l'eau s'il n'a vraiment pas envie d'attendre. Avec une décote, j'imagine. Évidemment, une décote qui nous permet, nous, de faire le portage de la part et ensuite de payer les frais de recommercialisation. Et une décote de combien, juste ? Elle va varier autour de 15% selon le niveau de liquidité du bien, le niveau de demande qu'il va y avoir pour ce bien. Quelles sont les régions les plus demandées ? Évidemment, c'est les zones où il y a le plus grand taux de résidence secondaire. Notre première région aujourd'hui, c'est le sud-est en général. Évidemment, les Alpes. On a beaucoup de demandes à proximité des grandes villes et en particulier jusqu'à 2 heures de Paris en voiture et en train, et donc la campagne parisienne. Et évidemment, la côte basque et la Bretagne. Donc là, c'est ce que vous conseillez en ce moment pour investir, en tout cas Alors, c'est des conseils, c'est pas forcément un conseil. Nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va systématiquement écouter le prospect, essayer de bien décortiquer l'enjeu, leurs besoins. S'ils veulent aller au ski, s'ils préfèrent une maison pour être au bord de la mer. Mais ça va même plus loin que ça. Souvent, une personne arrive avec la volonté d'acheter sa résidence secondaire, avec une idée précise d'une ville dans laquelle elle n'a pas forcément d'attache, parce qu'on lui a parlé de Biarritz, parce qu'on lui a parlé du Cap Ferret. Et en fait, très souvent, quand on réaligne tous les éléments structurants qui vont faire que ça va répondre à leurs besoins en termes de standards, les intérêts à proximité, la distance de chez eux, on va plutôt les orienter vers des villes ou des communes qui répondent à tout ça avec un vrai intérêt patrimonial. Et donc, on a sorti très récemment une étude des villes qui donnent par exemple le meilleur revenu locatif en location saisonnière quand on n'y est pas, et qui sont des villes qui offrent une très belle qualité de vie et qui offrent également des perspectives de rentabilité très très fortes quand on n'y est pas, et qui sont peut-être les villes, les communes du futur des 5 prochaines années pour sa résidence secondaire. Donc là, c'est ce qui se passe quand les propriétaires ne sont pas là. Vous, Prélo, est-ce que vous mettez en location le bien ? Tout à fait. Donc ça génère des revenus pour les propriétaires, donc ils se divisent. Exactement. En fait, on a fait coexister le système du calendrier permettant aux propriétaires de réserver leurs vacances et le fait d'ouvrir ces nuitées à la location sur les plateformes de location saisonnière avec excusez-moi l'anglicisme, avec un petit algorithme de yield management qui permet de maximiser le revenu locatif qu'on va être capable de tirer d'une nuitée et en même temps favoriser au maximum le fait que cette nuitée soit remplie. Donc en fait, à l'approche d'une nuitée, approximativement à 90 jours, même si ces nuitées sont toujours réservables par les clients, on va l'ouvrir sur les plateformes de location saisonnière avec un prix volontairement haut, qui fait que si quelqu'un réserve, bon, tant pis pour les propriétaires, mais le revenu est relativement élevé, donc on est très content. Et plus on va s'approcher de la nuitée, puis on va baisser le prix pour favoriser la réservation et faire en sorte que la maison ne soit jamais vide. Exactement. Ouais. Et alors, justement, vous vous occupez du ménage après ça, parce que qui dit location courte durée dit évidemment ménage, il y en a pas mal, changer les draps. Prélo s'occupe de tout ? Prélo s'occupe de tout. Donc on s'occupe autant du ménage pour la location saisonnière que du ménage entre les copropriétaires. Donc on est vraiment... C'est-à-dire qu'un copropriétaire passe une semaine, l'autre arrive, c'est vous qui faites le ménage entre-temps, les copropriétaires n'ont pas à faire le ménage ? Tout à fait. Et donc, ça, c'est super... en fait, super vraiment, bien. l'idée, c'était de faire en sorte qu'en plus de pouvoir avoir un niveau de luxe et de prestige très élevé pour un ticket d'entrée beaucoup plus faible, on a un niveau de service très proche de l'hôtellerie, voire même beaucoup plus personnalisé que l'hôtellerie dans son propre bien. Donc l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que on ait des vacances au top, de prestige, très accessibles financièrement. Sans se préoccuper des formalités. Pareil, l'entretien de la maison, donc c'est vous en avez parlé tout à l'heure. Question rénovation énergétique. On en parle beaucoup en ce moment. J'imagine que ça vous impacte aussi très fortement.
surtout que Olivier Klein l'a annoncé, le ministre de la Ville et du Logement. Airbnb, les locations courte durée vont aussi être concernées par le nouveau DPE de la loi climat et résilience. Donc les lettres G ne pourront plus être louées, les pires G, à partir de janvier prochain. G, toutes les lettres G 2025, voilà. Ça commence dès janvier. Qu'est-ce que ça change pour vous? En quoi ça vous impacte? En fait, on s'est rendu compte que la problématique de rénovation énergétique est autant plus un problème dans les résidences secondaires que dans les résidences principales. En résidence principale, quand on habite dans une passoire énergétique, et là, l'énergie monte très très vite. Et les prix de l'énergie, c'est x10. Exactement, on se retrouve dès la fin du mois avec un impact direct sur son pouvoir d'achat. En résidence secondaire, en général, on tolère le fait d'avoir une passoire énergétique, et quand on va dans le bien, on surchauffe un petit peu et on se dit « ok, c'était pour les vacances ». Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, une résidence secondaire, c'est presque le dernier projet qu'on va faire c'est l'un des derniers projets qu'on va faire dans son patrimoine, dans une famille. Et donc, si on doit rénover énergétiquement sa résidence principale, changer de fenêtre, faire isoler sa toiture, etc., ça coûte très très cher. Et donc, le faire sur sa résidence secondaire, c'est très compliqué. On se rend compte que le parc de résidences secondaires est finalement relativement vétuste en termes d'isolation énergétique. Et donc le fait de diviser l'acquisition et l'entretien du bien, ça rend beaucoup plus accessible. Et nous également, on accompagne vraiment nos clients sur le fait de faire les bons choix, d'une part sur la santé du bien. Et donc systématiquement, on va livrer des biens qui sont plutôt propres en termes de consommation énergétique. Donc vous regardez le DPE à la lettre. Systématiquement, on va également l'améliorer. Et on va accompagner nos clients dans le fait de faire des choix, une fois qu'ils sont propriétaires et dans l'évolution de la vie du bien, faire des choix très éclairés dans leur décision de dépenses au niveau du bien pour toujours avoir un niveau de standard de qualité assez élevé. Et ce qui est intéressant, il faut quand même rappeler que les travaux de rénovation sont beaucoup plus importants pour une maison que pour un appartement. Ça coûte beaucoup plus cher. Donc c'est vrai que si on est plusieurs propriétaires, forcément, c'est beaucoup plus avantageux. Dernière question, peut-être les prochaines étapes, les projets pour Prélo. Alors Prélo s'est lancé il y a peu de temps maintenant sur le service d'accompagnement à l'acquisition et à la gestion d'une résidence secondaire à une personne qui veut acheter seule. Évidemment, je le disais, la résidence secondaire à plusieurs, c'est un concept assez novateur. Des gens sont prêts pour ça, d'autres ne le sont pas. Et donc maintenant, on accompagne aussi une personne qui veut acheter seule son bien et qui ne veut pas s'en occuper et qui veut également l'amortir en location saisonnière. C'est une offre qu'on a lancée maintenant il y a quelques mois. Pourquoi il y avait une demande ? Évidemment, il y a une demande. Pour rappel, la résidence secondaire, ça représente aujourd'hui 10% des transactions immobilières chaque année. C'est monté à 13% pendant la période du Covid. Donc il y a une vraie volonté des consommateurs d'améliorer leur qualité de vie avec l'acquisition d'une résidence secondaire. Alors on connaît les conditions d'accès au crédit qui se sont resserrées, le fameux taux d'usure en plus qui bloque pour les primo-accédants et pour les bons profils mais de plus de 45 ans avec l'assurance emprunteur qui rentre dans le taux d'usure. Est-ce que ça vous impacte directement ça ? J'ai presque envie de dire que ça nous impacte positivement parce qu'en fait toutes les personnes qui étaient en recherche d'un financement pour l'acquisition d'une résidence secondaire seule se sont rendues compte que la remontée des taux, on se rend compte approximativement que 1 point de taux augmenté réduit une capacité d'emprunt de 8%, donc ce qui est relativement douloureux. Donc on va nous récupérer des personnes qui sont prêtes à faire, veulent quand même acheter leur résidence secondaire, mais ne peuvent pas le faire seuls et donc viennent le faire à plusieurs avec le concept de Prélo. Merci infiniment. Merci à vous. Pour ce témoignage. Jérémy Collin. Alors, vous êtes à la tête du réseau Barnes Luxe International, puisque vous êtes directeur marketing digital et innovation. Alors, pouvez-vous nous présenter brièvement Barnes, qu'on connaît, immobilier de luxe, de prestige, haut de gamme et de prestige. Alors, haut de gamme, je crois que c'est à partir de 1 million d'euros, c'est ça ? Ça va surtout dépendre de la typologie du bien. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne fixe pas, en fonction des destinations, on ne va pas fixer un prix particulier. En moyenne, en tout cas. Et c'est surtout l'emplacement qui va déterminer forcément l'emplacement en fonction des villes et d'un prix au mètre carré. On arrive vite à des sommes qui vont dépasser le million. Pour présenter Barnes, on est un groupe immobilier. Je rejoins Hortense sur la définition d'une maison. On est une maison qui va fêter ses 25 ans. On est implanté on a 115 bureaux dans le monde, dans 18 pays, dont 16 sur Paris. Et aujourd'hui, on compte environ 1200 collaborateurs. Mais Barnes, on est fortement connu parce que c'est nos débuts dans l'immobilier de prestige, mais pas que, puisqu'on veut pouvoir aussi accompagner nos clients dans différents secteurs qui peuvent les intéresser.
Barnes propose également une activité de yachting. On est spécialisé aussi dans les conseils, dans les investissements en art, en design. On fait des vignobles, des châteaux, des maisons de campagne et dernièrement même de l'aviation privée, de l'aménagement d'intérieur. Depuis quand ça ? Il y a eu un coup d'accélérateur depuis 5 ans. Moi, ça fait 5 ans que j'accompagne cette maison. Et c'est vrai que le métier tente à évoluer sur différents secteurs d'activité qui intéressent nos clients et sur lesquels on a une vraie expertise, puisqu'on s'accompagne de personnes qui sont capables justement de pouvoir renseigner nos clients sur leurs investissements d'une manière générale. Et ça, c'est des clients que vous avez accompagnés dans l'acquisition d'un bel appartement. Ils vous ont demandé comment ça s'est fait en fait. C'était une demande de clients déjà existants ou c'est une nouvelle part de marché que... C'est à la fois les deux. Les deux. Je dirais que c'est aussi une évolution aussi des comportements d'achat de nos clients qui veulent soit l'acheter pour leur résidence principale, leur résidence secondaire, mais aussi qui veulent diversifier leurs investissements, qui ont des coups de cœur. Enfin, je veux dire, dans le milieu du luxe, du prestige, hein, comme on aime le dire, il y a un côté très passionnel. Il y a de l'acquisition passion, quelqu'un va acheter un yacht. Un coup de cœur. Voilà, exactement. Ça se fait aussi beaucoup au coup de cœur. Et finalement, de par notre réseau, de par notre expertise, on a été capable progressivement aussi de pouvoir accompagner, de renseigner ses clients et finalement de garder le contact avec ces gens qui ont peu de temps, mais qui ont besoin qu'on puisse répondre rapidement à leurs besoins, tout en ayant cette expertise et cet accompagnement. J'aime assez le terme d'Hortense aussi sur cette notion de prestige. On parle beaucoup d'élégance, mais on parle aussi d'excellence. Chez Barnes, ça, c'est une des valeurs fortes de la maison qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'accompagner nos clients sur différents secteurs d'activité. Alors, on discute beaucoup, hein, on fait des émissions. L'immobilier de prestige n'est pas impacté par la crise économique avec l'inflation galopante. Vous allez me le confirmer, c'est le cas ? Moins, effectivement. Quand même un petit peu impacté ? Un peu impacté, mais ça reste une valeur refuge. On édite chaque année une édition qui s'appelle le Global Property Handbook qui justement permet de représenter la situation du marché immobilier de luxe à l'international, avec notamment qu'est-ce qu'on peut être capable d'acheter avec 1 million d'euros, le classement des top destinations. Et c'est vrai que l'immobilier reste une valeur aujourd'hui qui est une valeur sûre pour nos clients, pour lequel on est moins impacté par cet effet de crise. Oui, parce que les professionnels nous le disaient, hein, juste avant il y avait une autre émission, il y a vraiment un tassement depuis octobre, les transactions se tassent, il y en a moins, il y a de la casse, c'est pas le cas en tout cas pour vous constatez que c'est pas le cas chez vous, chez Barnes. On est moins impacté en tout cas, effectivement. Il y a moins ces problématiques, comme on parlait des taux d'usure, ce genre de choses avec notre clientèle. Un petit mot peut-être sur votre métier, ce que vous faites, donc directeur marketing digital et innovation. Comment ça se passe chez Barnes ? Ça se passe bien. Bien. Sur quoi vous travaillez, par exemple ? On travaille sur tous les sujets innovants. J'assistais encore à une présentation hier sur l'impact des crypto-monnaies, l'émergence, enfin ça. Et c'est quelque chose sur lequel on se doit d'être vigilant, puisqu'aujourd'hui, l'innovation concerne l'intégralité du marché du luxe. J'entendais encore hier Rolex qui avait déposé 2 demandes de marque pour l'intégration de Rolex dans le métaverse, l'intégration pour des NFT. Avec la possibilité demain de pouvoir acheter finalement sa Rolex de manière virtuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on se doit d'être attentif. Donc, c'est-à-dire quoi ? Une Rolex virtuelle au poignet ? Exactement, sous forme de NFT, que vous pourriez équiper votre avatar d'une Rolex et de pouvoir la revendre sur une marketplace. Et finalement, aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on constate dans l'univers du luxe, c'est que toutes les marques emboîtent le pas. Dans le métaverse. Dans le métaverse, mais pas que. C'est surtout l'intérêt pour tout ce qui va concerner l'utilisation des crypto-monnaies, l'utilisation des NFT, en ce sens qu'aujourd'hui, les usages évoluent et finalement, cet environnement Web3 devient un nouveau mode de consommation et également, ça s'applique également à l'immobilier. Parce qu'on a des personnes qui n'ont pas forcément le capital aujourd'hui en ce qu'on appelle les monnaies fiat, c'est-à-dire les euros, les dollars, le yen et autres, mais qui ont réussi depuis 10 ans à développer une fortune colossale en crypto-monnaie et qui aujourd'hui croient toujours en ces valeurs refuges. Alors il y en a beaucoup qui se sont cassés la figure des crypto-monnaies quand même. Oui, mais ceux qui l'ont pu l'accumuler depuis une dizaine d'années disposent encore d'un capital assez confortable. Si c'est du Bitcoin ou de l'Ethereum, mais les autres, il y a eu quand même beaucoup de casses. Sur les altcoins, il y a eu des casses et encore hier, on a pu... il y a des gens qui ont aussi perdu beaucoup d'argent. faut le dire quand même. Hein. Oui, bien sûr. Et il faut voir finalement en cet environnement qui peut être encore obscur ou flou pour certaines personnes, c'est que
la facilité avec laquelle on est capable aujourd'hui de pouvoir acquérir une propriété, et on a pu le voir également aux États-Unis, parce que Barnes, on a eu cette possibilité, cette opportunité de pouvoir réaliser la deuxième vente la plus importante de Floride. La législation n'étant pas la même aux États-Unis, ça a été quelque chose qui a pu se faire en l'espace de 24 heures. À Miami, c'est ça? À Miami, on a pu vendre un appartement de 6,9 millions en l'espace de 24 heures, grâce au principe de la vente en crypto-monnaie. Alors, la crypto-monnaie, finalement, c'est un accélérateur de la vente, parce qu'il y a une législation aux États-Unis qui fait qu'elle est beaucoup plus légère et qu'on peut passer par un avocat. En tout cas, en Floride, dans l'État. Exactement. Enfin, la Floride, c'est un des pays les plus avancés en l'État pour ces transactions-là. Depuis, on en a réalisé 4 autres. Donc, c'est vrai que ça rentre aujourd'hui dans un nouveau mode, une possibilité offerte à nos clients pour pouvoir aussi diversifier cette clientèle, pouvoir toucher une clientèle qui peut être plus jeune aujourd'hui et qui n'a pas envie en fait de passer du temps à devoir convaincre un banquier, aller devant un notaire, voir plusieurs avocats pour pouvoir réaliser une transaction. Mais aujourd'hui, ils ont cette capacité de pouvoir appuyer sur un bouton, d'acheter des NFT à plusieurs millions d'euros. On a pu voir des sommes qui étaient assez importantes. Je pense à un NFT qui s'était vendu plus de 60 millions de dollars dans un métaverse. Et c'est cette facilité-là qui aujourd'hui... Donc c'est la rapidité. Quels sont les autres avantages, à part la rapidité? Alors on a la rapidité d'exécution, effectivement, on a la capacité de pouvoir vendre aussi plus cher, parce qu'on a ces personnes qui ont ce portefeuille et qui vont vouloir, c'est un peu de l'achat aussi impulsif, compulsif, de pouvoir appuyer faire ce transfert de portefeuille à portefeuille et d'utiliser ces crypto-monnaies comme moyen de paiement. Donc ce sont les deux avantages aujourd'hui de cet écosystème. Et nous, Barnes, sur ces aspects-là, on intègre finalement la vente en crypto-monnaie comme une solution de paiement supplémentaire offerte à nos clients. C'est quelque chose qu'on a fait aux États-Unis, on a cette capacité, ce savoir-faire désormais, et c'est quelque chose qu'on souhaite aussi entreprendre et qu'on va développer en Europe. En France, est-ce qu'il y a des demandes déjà? Elles se font au compte-gouttes. Elles se font au compte-gouttes tout simplement parce que la législation aujourd'hui est très limitée. Alors le cadre réglementaire n'interdit pas de pouvoir acheter une propriété en crypto-monnaie, mais vous êtes forcément ensuite contraint à des problématiques via les notaires qui n'ont pas de fonds en trésorerie en crypto-monnaie. L'État n'accepte pas non plus le paiement des droits d'enregistrement en crypto-monnaie, donc on est obligé de passer par d'autres systèmes, pas encore, et on attend cette régulation qui permettrait de débloquer cette situation. Et donc on a tout de même cette capacité, pour ceux qui seraient intéressés, c'est quelque chose qu'on propose et on est accompagné par un cabinet d'avocats experts en la matière, pour utiliser le principe de alors je ne vais pas utiliser des termes trop compliqués, mais de la tokenisation immobilière, qui rejoint finalement Ludovic dans le concept du crowdfunding. Et cette tokenisation, pour la simplifier, c'est la capacité de pouvoir finalement découper un bien immobilier en titres, donc au travers d'une société immobilière qui détient ce bien, de pouvoir découper des titres, de pouvoir inscrire cette tokenisation dans la fameuse blockchain, donc tout le monde a dû entendre à un moment donné parler. Qui est très sécure. On inscrit, qui est sécure, qui est transparente, et de pouvoir ensuite accompagner l'acquéreur sur une marketplace pour pouvoir acheter les titres de cette propriété, de disposer d'un smart contract qui constitue le titre de cette propriété, du bien, de la société qui détient le bien, et ensuite de pouvoir faire son transfert de portefeuille crypto à portefeuille crypto et de payer les droits d'enregistrement, évidemment. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. Quels sont les profils qui seraient intéressés par ces process? Quels sont par exemple les profils des acquéreurs à Miami qui ont acheté en crypto-monnaie le bien que vous leur avez vendu? Alors, on a des profils qui ne sont pas tellement différents des clients qu'on a aujourd'hui, mais bien sûr qui sont dans la tech. D'accord. On a des clients qui ont développé eux-mêmes leur propre projet crypto-monnaie et qui, du coup, ont eu la chance de voir et l'intelligence de développer leur projet et de vendre juste avant. Que ça se passe très bien. Le principe étant toujours, donc je reviens sur les profils, donc des profils tech, des profils la trentaine. Donc plutôt jeune, primo-accédant ou... Pas forcément. Primo-accédant peut-être sur l'univers du luxe, qui vont faire leur première acquisition avec un bien d'exception, avec une vue splendide. Enfin, sur la Floride, on a de très belles annonces. Mais voilà, des profils vraiment
tech plus jeunes que la moyenne et qui ont réussi dans cet écosystème. Oui, donc plutôt jeunes. Les personnes un peu plus âgées en France, par exemple, quand on vous demande ce genre de payer en crypto-monnaie, si c'est possible, c'est plutôt que des personnes jeunes. Il n'y a pas de personnes un peu plus âgées qui s'y intéressent, la cinquantaine. Non, on va être entre la trentaine et la quarantaine. Oui, donc ça ne ressemble. Enfin, vous, votre clientèle à la base, c'était une clientèle plutôt âgée, plutôt plutôt mature. Plutôt mature, oui. Ouais. Forcément, il y a un succès derrière. On a différents profils de clients. Nous avons les héritiers, nous avons les self-made men, des entrepreneurs aussi qui ont réussi, des multipropriétaires. C'est des personnes qui peuvent avoir la capacité aussi d'acheter plusieurs biens dans l'année. Dans différentes destinations, c'est aussi ce qu'on peut relever. C'est non pas la simple capacité d'acheter un bien dans une région en tant que résidence principale, mais d'avoir différents lieux de villégiature dans lesquels ils souhaitent s'installer. Et nous, on a cette capacité, au travers aussi de l'innovation, de pouvoir les accompagner depuis le début, c'est-à-dire depuis la prise de contact et la prise de note du projet qui les intéresse jusqu'à la commercialisation. Et finalement, puisqu'aujourd'hui on parle de l'innovation, c'est vrai que cette innovation, elle nous accompagne dans tout ce processus client, à la fois dans la valorisation du bien au travers on parle de crypto-monnaie, mais l'innovation, ça touche également la valorisation. On a vu bon nombre de stands sur tout ce qui est visite virtuelle, sur tout ce qui est homestaging, la réalisation de vidéos. C'est cette innovation, nous, qu'on utilisait déjà, mais finalement qui s'est accélérée dans ce milieu, dans le milieu du prestige, et jusqu'à effectivement la possibilité aujourd'hui, demain, en fonction des pays dans lesquels on est situé, de pouvoir faire l'acquisition de ce bien au travers de différentes monnaies, au travers de différents systèmes, avec des ventes qui sont accélérées parce qu'on est capable de faire une vente en 3 semaines. Alors tout à l'heure, Hortense parlait des réseaux sociaux, de cette façon de se démarquer. Vous êtes plusieurs sur la place. Comment vous faites, alors vous parlez des innovations, évidemment, ça en fait partie, pour vous démarquer. Comment vous faites pour attirer, garder cette belle clientèle alors à part les innovations, mais sur les réseaux sociaux, par exemple? Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce qu'il y a une certaine visibilité à avoir? Comment ça se passe chez Barnes? Alors, je rejoins Hortense, effectivement, sur la multiplicité des canaux, mais ça ne me distingue pas encore dans ma réponse. C'est sur cette capacité à jouer bien sûr sur l'image et sur le message. Et c'est ce qui finalement, c'est le discours qu'on va pouvoir utiliser sur chacun des réseaux qui va pouvoir aussi nous distinguer dans la manière. Et je le répète encore, on mise beaucoup sur l'élégance, sur l'excellence également. C'est quelque chose de toute façon qui caractérise le luxe. Et aujourd'hui, effectivement, on réfléchit aussi à de l'ouverture sur de nouveaux canaux, de nouveaux réseaux qui sont utilisés aussi au monde. Je veux dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui utilisent des réseaux comme TikTok. Ouais. Qui était très jeune au début, et là, c'est vrai que de plus en plus de marques, de groupes, de beaux groupes s'y mettent, vont sur TikTok. Vous y réfléchissez, vous? Bien sûr, puisqu'on a aussi des conversions, des transactions qui ont pu s'opérer dans différentes marques. Je pense surtout aux États-Unis, qui exploitent ce média pour la simple et bonne raison que TikTok, effectivement, tout le monde se dit, mais c'est réservé à une population qui reste quand même très jeune. Mais, oui, c'est très très jeune quand même, à la base en tout cas. Mais analysez les statistiques de TikTok et vous pourrez voir que finalement, vous avez une population de plus de 50 ans qui est assez bien représentée. D'accord. Pour la simple et bonne raison que les parents veulent surveiller ce que font les enfants. C'est vrai. Et ce qui en fait une cible du coup de choix, à partir du moment où vous allez pouvoir utiliser différents spots qui sont des stories que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux. Alors, on a des gens qui sont aussi spécialisés dans la maison. On a 2 personnes qui coordonnent les réseaux sociaux. Enfin, on a une équipe à ce niveau-là. Et vous êtes capable de pouvoir utiliser certaines stories que vous allez communiquer sur Instagram et d'avoir ces mêmes codes de communication que vous pouvez avoir sur TikTok. Après, en fonction des pays, vous pouvez avoir utilisé du WeChat, d'autres réseaux. Je pense notamment à l'Asie. Alors, l'émission touche bientôt à sa fin. Peut-être une petite question pour vous 3. On est au Rent. Quelles sont les innovations, les choses qui vous ont marqué tout au long de votre première journée hier et puis ce matin? Qu'est-ce qui vous a marqué, Hortense? Est-ce que vous avez repéré des choses intéressantes?
Alors, je dirais tout le côté des startups. C'est vraiment ce côté visionnaire où il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions ces dernières années. La bienveillance des gens, des uns, des autres, à travers, moi, que ce soit notre maison familiale ou que ce soit ce que j'ai pu faire avant, ou que ce soit pour cette émission d'aujourd'hui. On sent les gens relativement heureux. On fait un très beau métier. Je pense que si on est tous ici, c'est qu'on est passionnés. On a le temps de parler de nos actus ou pas? Bien sûr, allez-y. D'accord, donc je ne sais pas si c'était la question d'après, parce qu'on n'a pas les questions, je tiens à le dire. Oui, c'était la question d'après, mais là, je faisais un petit tour juste pour parler du salon. Et puis après, on revient aux actus. Allez. Ludovic, pareil, qu'est-ce qui vous a marqué sur ce salon ? En fait, dans la lignée de ce qu'on fait chez Prélo, on se rend compte, et comme tout le monde le disait sur le plateau, que l'immobilier de prestige, en fait, est plus résistant aux effets de crise. Parce qu'évidemment, ça touche une clientèle qui est moins tributaire du système de financement, c'est moins des primo-accédants. Et donc, cette résistance fait que c'est une classe d'actifs refuge auquel tout le monde n'a pas accès. Et donc, on voit un vrai mouvement ces 2 dernières années sur la tokenisation. Tu t'en as parlé tout à l'heure, l'achat à plusieurs, et évidemment Prélo le fait, pour permettre à des personnes qui ont des enveloppes, des budgets plus restreints d'accéder à cette classe d'actifs refuge. Et donc je vois vraiment cette tendance se démarquer, et je pense que ça va forcément s'accélérer dans les années à venir. Et c'est vrai que le luxe n'est pas du tout touché par la crise, le luxe en général, l'immobilier de prestige, mais aussi le luxe, et LVMH a eu des résultats incroyables là, donc pareil, un petit mot sur ce que vous avez pu voir sur ce salon. Est-ce qu'il y a des startups qui ont retenu votre attention? Est-ce que vous avez vu des choses intéressantes que vous pourriez utiliser chez Barnes? C'est vraiment, encore une fois, le nouveau mode de consommation de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on veuille en faire sa résidence principale ou qu'on souhaite en faire un investissement. C'est toutes ces solutions qui sont apportées, qui sont présentes au travers de start-up, au travers de Prélo, de pouvoir aujourd'hui consommer de l'immobilier différemment. Et c'est ça que je trouve intéressant pour pouvoir finalement, on souhaite tous pouvoir acquérir et avoir une résidence principale et être propriétaire. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la technologie vient rendre ce rêve possible. Les actualités, Hortense, avant de conclure? Alors, les actualités, donc je le redis, on est une maison familiale, on a 60 ans d'existence. On a eu la tristesse de perdre Émile Garcin parce qu'on a une marque éponyme, donc il y a quelques mois. Nathalie Garcin, donc ma présidente, va faire une interview, même plus qu'une interview, une conférence de presse. Donc j'invite tous les journalistes, s'ils sont présents, le 1er décembre, à une conférence de presse. L'année prochaine, on aura 60 ans, donc on le fêtera à Saint-Rémy-de-Provence, là où notre maison est née. On va le fêter également à Paris avec des journalistes. N'hésitez pas à vous abonner aux pages Émile Garcin Propriété, Émile Garcin Location. N'hésitez pas à venir vers nous. Même si on a une clientèle, entre guillemets, de luxe, on est accessible à tous. Et je le redis, nous, on est dans la bienveillance. Donc, suivez-nous pour voir un petit peu nos 60 ans et tout ce qu'on a pu faire à travers ces 60 dernières années. Voilà, merci à toi, en tout cas. Le message est passé. Merci à tous les trois. Merci. Et afin de poursuivre cette émission dans les meilleures conditions, je vous conseille la lecture du dernier Propriété Le Figaro, spécial Investir, des conseils d'experts, un tour de France région par région sur le marché, des idées évidemment pour investir en Malraux, dans un bien historique, mais aussi dans un domaine viticole, vous en parliez tout à l'heure, dans un château, pourquoi pas, et puis dans l'ancien, en Denormandie, en SCPI évidemment, et aussi dans le neuf, sans oublier plus de 200 annonces de biens actuellement sur le marché du prestige. Donc au total, dans ce numéro de novembre-décembre, près de 300 pages pour s'informer, pour acheter ou tout simplement pour rêver. Merci à tous.